Bonjour, bienvenue à vous dans cette 337e édition de Géopolitis. Au sommaire, le Japon, sur qui peut-il compter dans une région du monde considérée parmi les plus explosives, le Japon, avec le difficile numéro d'équilibriste de la diplomatie japonaise. Naruto au sein de la société, toutes générations confondues. Enfin, retour sur la capitulation en 1945. Elle a marqué la fin de la Deuxième Guerre mondiale et continue de peser sur l'histoire du présent. On parlera beaucoup du Japon ces prochaines semaines et ces prochains mois. En octobre, les chefs d'État et les gouvernants du monde entier se dirigeront vers Tokyo pour assister au couronnement officiel et international de l'empereur Naruhito. Et puis l'année prochaine, le Japon accueillera les 32e Jeux olympiques de l'ère moderne, autant d'occasions pour l'archipel de rebondir et de s'affirmer comme un acteur majeur des équilibres régionaux. Mais dans cette région du Pacifique, le contexte est incertain et le Japon, à vrai dire, compte assez peu de vrais amis. La Chine est une rivale tout en étant le premier partenaire commercial. Avec la Russie, le Japon est toujours théoriquement en guerre depuis 1945 à cause des îles Kuriles. Les relations avec la Corée du Sud, qu'elle procède à ses essais de missiles, n'hésite pas à les envoyer dans l'espace aérien japonais. Face aux menaces et aux incertitudes géopolitiques, le pays du soleil levant multiplie les offensives diplomatiques et renforce ses capacités de défense. C'est Antoine Silacci qui nous rappelle tout cela. Il est à lui seul le symbole de la mutation des forces d'autodéfense japonaises. Le porte-hélicoptère de classe, une arme plutôt défensive, pourrait bien se muer en arme offensive alors que le gouvernement de Tokyo a annoncé vouloir l'équiper d'avions de combat. Du porte-hélicoptère au porte-avions, le signal est important. Le Japon muscle sa défense, mais aussi son discours. En tant que commandant suprême des forces d'autodéfense, je suis résolu aux générations suivantes. Discrètes sur la scène internationale, les forces nippones sont pourtant loin d'être négligeables. Ces dépenses militaires se montaient à 46,6 milliards de dollars en 2018, soit les 9e les plus importantes de la planète. Tokyo modernise et renforce ses équipements. Dernier exemple en date avec la commande de plus de 100 avions de combat F-35 aux États-Unis. Bien que puissante, l'armée japonaise n'existe pas, du moins officiellement. En vertu de sa constitution pacifiste, le pays ne possède qu'une force dite d'autodéfense. Mais depuis plusieurs années, le gouvernement de Shinzo Abe tente de réviser cette loi et malgré une opposition parfois musclée au Parlement et de nombreuses manifestations dans le pays, le Premier ministre réussit petit à petit à donner. Je vais enfin engager la révision constitutionnelle qui n'a jamais été faite depuis 70 ans que la guerre est finie et commencer à construire une nouvelle nation qui se tourne vers l'avenir. Une volonté de muscler sa défense motivée par un contexte des plus compliqués. Malgré près d'une trentaine de rencontres entre Shinzo Abe et Vladimir Poutine, les deux pays n'ont toujours pas réglé le contentieux autour des îles Kuriles qui empoisonnent leurs relations depuis 1945. La Corée du Nord menace également le Japon, notamment avec ses capacités en matière de missiles balistiques. Avec la Corée du Sud, cette fois, les relations sont tendues pour des raisons historiques, mais aussi à cause du différend territorial autour des îles Takeshima. Mais c'est bien le géant chinois qui inquiète le plus Tokyo, et les tensions entre les deux pays autour des îles Senkaku Diaoyutai provoquent parfois de fortes montées de fièvre dans la région. Plus dangereuse encore, la montée en puissance de la marine chinoise qui s'accroît spectaculairement. Si Pékin aligne aujourd'hui près de 800 navires, le Japon n'en possède qu'environ 150. Un déséquilibre compensé par la présence de l'allié américain, mais en Asie, l'équilibre des forces glisse peu à peu en faveur de la Chine, laissant le Japon en première ligne face à ce défi.
Bonjour Lionel Faton. Bonjour. Vous enseignez à l'Université Webster de Genève, collaborateur de recherche à l'Université Meiji de Tokyo. C'est un pays où vous vous rendez souvent, vous en parlez la langue. Lionel Faton. Une situation de plus en plus compliquée au vu de l'évolution du contexte régional. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Japon s'est reposé sur la puissance militaire américaine pendant près de 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le contexte actuel, en fait, doute de plus en plus des capacités militaires américaines et aussi de la volonté de Washington de défendre le Japon contre ces nouvelles menaces sur la Chine, la Corée du Nord ou la Russie. Et le Japon cherche, par conséquent, des alternatives pour sa sécurité. Et avec Trump aussi, qui maltraite, qui a tendance à maltraiter ses alliés, ça n'arrange pas les choses non plus. Alors ça, c'est un nouveau facteur qui est passif envers la Chine d'un point de vue économique, mais aussi envers le Japon. Il a quand même poussé les Japon à des négociations bilatérales sur un traité de libre-échange en menaçant d'imposer des taxes à 25% sur les importations de voitures japonaises. Ce qui rappelle en fait les Japonais la guerre commerciale dans les années 80. On peut dire ça. Abe a réussi à amadouer Trump. Abe a très bien joué le coup parce que c'était un des leaders qui a le plus vite compris que Trump était colérique et imprévisible, bien entendu, mais qu'il aimait être flat pour avoir construit une relation personnelle solide. Outre basé sur le golf, c'est une passion commune aux deux, mais aussi Abe était le premier leader à voyager à Washington après l'élection de Trump en novembre 2016. Et donc, pour travailler sur cette relation personnelle et éviter que Trump, en fait, lâche sa fureur sur le Japon. Et comment ont évolué les relations avec la Chine, avec ce rival historique? Alors, c'est compliqué parce que d'un point de vue sécuritaire, le Japon craint la Chine, qui a une expansion militaire impressionnante de Trump. Le Japon se rapproche économiquement de la Chine. Donc le Premier ministre Shinzo Abe a voyagé en Chine en octobre 2018 pour conclure des accords économiques, commerciaux sur les services, et donc pour trouver, si vous voulez, une alternative économique et un contrepoids à la pression économique américaine. Et donc, si vous voulez, là, maintenant, Pékin et Tokyo deviennent en fait des alliés économiques par défaut. On l'a vu dans le sujet tout à l'heure, finalement, le Japon, dans cette région, a assez peu de vrais amis. Et par exemple, comment expliquer les relations exécrables avec la Corée du Sud, qui est pourtant un pays très proche économiquement, c'est une démocratie, c'est un pays libéral. Comment expliquer ça? Alors, le Japon a simplement des contentieux territoriaux et historiques avec tous ses voisins, que ce soit la Russie, la Corée du Nord, Sud, la Chine ou Taïwan. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que la Corée du Sud est un allié, si vous voulez, naturel du Japon. Mais les différends historiques sont extrêmement forts. Il y a des tensions politiques extrêmement puissantes entre les deux pays qui, en fait, empêchent ces deux pays de joindre leurs forces pour contrer, par exemple, la menace nord-coréenne. Donc ça vient du travail forcé des Coréens pendant la colonisation japonaise de la péninsule. Ça vient aussi de ce qu'on appelle les femmes de réconfort au Japon, ou les esclaves sexuels qui étaient engagés par l'armée impériale japonaise pour travailler dans les bordels de l'armée japonaise. Et puis, dans la question du nucléaire nord-coréen, on a le sentiment aussi que le Japon est un peu hors-jeu. Oui, il est complètement hors-jeu. Son seul point de contact est à travers les États-Unis ou à travers Ulan-Bator, la Mongolie, qui fait des problèmes communs entre les deux pays. Mais pour l'instant, Pyongyang a simplement ignoré en fait, la main ouverte par le Japon. On lit souvent, on entend souvent que le Japon, finalement, reste un vassal stratégique des États-Unis. Alors ça a été le cas pendant longtemps, et je pense que ça a aussi profité au Japon, qui a réussi à se concentrer sur son développement économique pendant des années. Mais c'est de moins en moins le cas. Qu'est-ce qui a changé avec Shinzo Abe au pouvoir? Le processus a commencé avant Shinzo Abe, mais ça a accéléré sous Shinzo Abe, parce que Shinzo Abe a réussi à stabiliser la scène politique japonaise. Et donc, sous Shinzo Abe, il y a eu des réinterventions du Japon pour sa défense. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le Japon est ou est en train de devenir une puissance militaire décomplexée? Je ne pense pas, elle est toujours très complexée, mais il y a un mouvement certain vers plus d'autonomie. Jusqu'à maintenant, le Japon était dans une position défensive, exclusive. Maintenant, il acquiert en fait la capacité de projeter sa puissance militaire en dehors de son territoire. Et ça, c'est nouveau. Alors, avant de poursuivre, je vous propose qu'on s'arrête quand même quelques instants sur une donnée essentielle. Ça s'est encore accentué après la catastrophe de Fukushima. On se retrouve juste après cette séquence. C'était un vendredi, le 11 mars 2011. Il est 14h26. Un tremblement de terre d'une intensité jamais mesurée auparavant secoue le Japon. 51 minutes plus tard, le tsunami déverge la centrale nucléaire de Fukushima, dont 2 des réacteurs entrent en fusion. 8 années ont passé depuis la catastrophe.
Et dans les entrailles de la centrale de Fukushima, des robots s'activent pour en retirer le combustible nucléaire. Il faudra. Pour la troisième économie du monde, Fukushima était le révélateur de sa fragilité. Charbon, pétrole et le gaz surtout, importé principalement du Qatar, assurent près de 80% de ses besoins. Quant à la part du nucléaire, elle est beaucoup les priorités stratégiques du Japon, évidemment préoccupé par l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran. Le Premier ministre Shinzo Abe a effectué en juin dernier un voyage historique en Iran, une première depuis l'avènement de la République islamique il y a 40 ans. Personne ne veut d'une guerre. Le Japon souhaite jouer un rôle de premier plan pour faire baisser la tension. Voici la seule raison de ma visite en Iran. Au deuxième jour de cette visite, 2 navires, un méthanier japonais et un TAC, que les États-Unis et leur secrétaire d'État Mike Pompeo ont immédiatement imputé au régime iranien. Nos conclusions s'appuient sur des renseignements, sur les armes utilisées et sur le fait que dans la région, aucune organisation à la solde d'une puissance ne dispose des ressources. À l'appui de ces accusations, l'armée américaine a produit cette vidéo des images floues d'un commando s'activant sur les flancs du pétrolier endommagé. Washington prétend qu'il s'agirait d'un groupe d'élite des gardiens de la Révolution. Téhéran dénonce une mise en scène et dément tout pas les affaires du Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a beaucoup voyagé. Avant l'été, il y a eu ce voyage historique en Iran, à Téhéran. Avec quel succès diplomatique, au fond, cette diplomatie hyperactive du Japon? Alors, il a eu... Le premier succès, c'est d'abord d'avoir réussi à amadouer Trump dans une certaine mesure. Et je pense que le deuxième plus grand succès, c'est d'avoir fait accepter à la nouvelle Maison-Blanche sa stratégie d'une région Indo-Pacifique 2007, durant son premier mandat, qui vise à garantir en fait l'approvisionnement énergétique du Japon depuis le Golfe Persique jusqu'en Extrême-Orient, passant par l'océan Indien, la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. Trump, en fait, a simplement sauté dans cette stratégie et c'est un grand succès diplomatique pour le Japon. Et qui sont les alliés dans la région de cette stratégie Indo-Pacifique libre et ouverte? Alors, beaucoup de pays sont réticents parce que cette stratégie est, si vous voulez, implicitement contre la Chine. Donc, beaucoup de pays qui sont dépendants économiquement de l'Australie et l'Inde. Donc, c'est 2 pays qui sont géostratégiquement placés idéalement sur la carte, au sud de la Chine pour l'Australie, à l'ouest de la Chine pour l'Inde, et qui parcourent la région Indo-Pacifique avec, bien sûr, les États-Unis de l'autre côté du Pacifique. Et comment le Japon se situe-t-il par rapport à cette immense menace ou comme une opportunité? Alors au début, le Japon était très réticent parce qu'il voyait, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, dans ces routes de la soie, un moyen pour Pékin d'augmenter non seulement son influence économique, mais aussi son influence. Grandes entreprises japonaises de s'engager. C'est extrêmement intéressant. Enfin, les entreprises japonaises ont une capacité financière, mais aussi une main-d'œuvre extrêmement qualifiée pour les infrastructures. Et d'un autre côté aussi, les Chinois, il y a des joint ventures qui se font avec les entreprises chinoises qui sont très intéressantes pour les entreprises japonaises de pénétrer. La troisième économie du monde, on ne l'a pas encore dit dans cette émission, mais avec des défis intérieurs très importants et notamment un défi démographique. C'est le plus grand défi du Japon aujourd'hui. Le Japon perd environ 300 000 personnes par année, en comptant les étrangers. Le problème, c'est que c'est un pays fermé. C'est un pays assez fermé. Il y a un taux d'immigration au Japon qui est parmi les plus bas du monde, je crois, en tout cas dans cette région du monde. C'est très, 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 très faible. Ouais. Et le problème, c'est que... 2% de population étrangère ou... Environ. Ouais. Et le problème, c'est qu'une des solutions serait d'ouvrir un peu plus le pays à l'immigration. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que la société est réticente. Parce que c'est une société homogène, culture, time, etc. Et donc, ce n'est pas la solution à long terme. Et puis, un autre problème... c'en est un, je crois, c'est la position de la femme dans la société japonaise, dans l'économie japonaise. Ça reste une société très mâle. Exactement, et ça c'est le deuxième obstacle que le Japon devra surmonter, c'est d'intégrer beaucoup plus la femme dans la vie professionnelle et dans la vie sociale aussi. De, si vous voulez, faire évoluer des mentalités, et ça va prendre très très longtemps dans ce pays. Merci Lionel Fatton. Merci pour vos éclairages. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. Merci à vous. Akihito est donc devenu le 126e empereur, intronisé selon un rituel immuable le 1er mai dernier, au lendemain de l'abdication de son père Akihito. Pourquoi le vieil empereur a-t-il abdiqué? Quelles sont les relations entre l'institution impériale et le pouvoir politique?
Mélanie Ohaillon est allée poser ces questions à Constance Sereni, historienne et spécialiste du Japon. Derrière les portes closes du palais impérial, une cérémonie d'à peine 10 minutes. Et pourtant, l'événement est inédit au Japon, en plus de 2 siècles. L'empereur Akihito abdique à 85 ans, après 30 ans de règne. Officiellement, il invoque des raisons de santé. L'annonce est intervenue juste après que Shinzo Abe ait obtenu la majorité aux 2/3 dans les 2 chambres, ce qui aurait pu lui permettre la volonté de Shinzo Abe de modifier la Constitution. L'empereur fait figure d'opposition morale face au gouvernement de Shinzo Abe. Et pourtant, il a moins de droits que ses propres sujets. Pas de droit de vote, pas de passeport, il ne peut pas exprimer ses opinions politiques. Mais tout comme la monarchie britannique, son rôle diplomatique est central. L'empereur impressionne, plaît beaucoup à l'étranger. Il a pu se rendre même dans des pays asiatiques contre lesquels le Japon s'était battu pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été vu comme un symbole de rapprochement très, très puissant. Donc en fait, l'empereur, c'est un espèce d'atout que le gouvernement peut utiliser. Un atout bien gardé dans cet écrin de verdure, encore protégé par des douves, en plein cœur de Tokyo. La famille impériale revendique plus de 2000 ans d'histoire. Dans la religion shinto, les empereurs sont les descendants directs de la statue de droit divin. Aujourd'hui, très peu de Japonais diront que l'empereur, effectivement, a une nature divine. Mais par contre, son rôle religieux au cœur du Shinto est apprécié comme détenteur de rituels anciens. Ça, les gens y sont attachés. Et ensuite, ils sont attachés à la figure de l'empereur, surtout donc depuis l'accession d'Akihito, qui s'est attaché à se rapprocher. S'agenouiller devant les victimes du séisme. Proche du peuple, tout comme son fils Naruhito, le nouvel empereur du Japon. Le 2 septembre 1945 marquait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Moins d'un mois après les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon écrasé rendait officiellement les armes. La capitulation du Japon, c'est notre rubrique ce jour-là. Kevin Gertsch. C'est le 2 septembre au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon. Ce jour-là, moins d'un mois après les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon capitule face aux puissances alliées. Au nom de l'empereur, le ministre japonais des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu signe l'acte de capitulation sous le regard du général MacArthur. Et puis MacArthur signe, avec 6 porte-plumes dont il fera don à 6 de ses généraux. MacArthur signe. Peut-être se rappelle-t-il les noms de Pearl Harbor, de Guam, de Corregidor. Peut-être se rappelle-t-il qu'un jour il a quitté les Philippines et qu'il a dit « Je reviendrai ». 10 minutes ont lu la montagne des dieux, le mont Fusiyama. À la même heure, des centaines de péniches de débarquement cinglent vers toutes les plages de la baie de Tokyo. L'arme au bras, les Américains foulent le sol ennemi. Et le premier drapeau américain monte dans le ciel du Japon. Deux ans plus tard, les États-Unis du général MacArthur imposeront une nouvelle constitution pacifiste au Japon, qu'il contraint de renoncer à son armée et à sa marine impériale. L'histoire a la dent longue. Il n'y a aujourd'hui officiellement toujours pas d'armée japonaise, mais des forces d'autodéfense.
Dernière page de cette émission, quelques références qui vous permettront de la prolonger utilement chez vous. Il y aura bientôt le livre de notre invité, Lionel Fatton, à paraître cet été dans une première version anglaise, Le réveil du Japon, prise en sandwich entre sa dépendance envers les États-Unis et la montée en puissance de la Chine. C'est aux éditions Peter Lang à Berne. Un autre livre, il vient de paraître, celui-là aux éditions Fayard, Les leçons du Japon, un pays très incorrect, par Jean-Marie Buissou, chercheur à Sciences Po Paris. Intéressant aussi le dossier du magazine Diplomatie, Tensions en mer de Chine. Il s'agit du numéro 84, paru en janvier 2017, tous les enjeux de cette région considérée parmi les plus incertaines du monde. Enfin, pour la modique somme de 2,99 € sur la boutique de la chaîne Arte, ce documentaire réalisé par Kenichi Watanabe sur ce Japon tenté par le nationalisme. En voici un bref extrait. Des voisins turbulents, une Amérique de Trump imprévisible, une économie stagnante, une société japonaise qui vieillit. À ces problèmes difficiles, les nationalistes proposent une solution simple. Le Japon doit posséder à nouveau une armée puissante et donc modifier l'article 9 de la Constitution pacifiste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette émission, comme toutes les précédentes, est à voir ou à revoir sur notre site ou en podcast. Rendez-vous dans une semaine, même endroit, même heure, sur la RTS ou sur les chaînes. À bientôt.